Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Edenred? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, notre analyse sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow, ainsi que la qualité du dividende si le dividende y a. Donc, ici, Edenred exerce dans le secteur de... Bon, c'est pas le secteur des paiements, mais elle commercialise des systèmes de paiement à usage spécifique aux entreprises, aux salariés ainsi qu'aux commerçants. Donc, vu comme ça ne vous parle peut-être pas, mais quand on va sur le site de l'entreprise, juste en regardant au niveau des solutions, vous avez des tickets resto, KDO, Cleanway, tickets service. Donc, à la fin de la journée, sans doute si vous êtes des salariés, vous avez sans doute déjà eu à utiliser les services d'Edenred. Dans tous les cas de figure, ce qui nous intéresse ici sont les chiffres. Hormis ce que fait exactement l'entreprise, d'accord? Donc, je ne dis pas que les chiffres sont plus importants que ce que fait l'entreprise, parce que c'est grâce au business model de l'entreprise qu'on peut avoir des revenus ainsi que des marges, d'accord? Donc, c'est très important, les deux sont importants. Donc, ici, on cherche qu'est-ce qu'on a comme revenu ici les dernières années, en stabilité ou croissance des revenus. Ici, on a plutôt des revenus qui sont croissants, d'accord, même si le Covid est passé par là. On a plutôt une croissance des revenus, même si je constate que, voilà, précédemment, les périodes passées, on a à peu près des revenus qui étaient décroissants avant 2012. Ça me dit qu'il y a eu un changement de business model ici, dans tous les cas de figure. Je pense qu'à la fin de la journée, ce qui m'intéresse sont les 10 dernières années ici. Donc, on quitte de 1 milliard ici à peu près 1 milliard 600. Donc, on a une légère croissance ici aux alentours de 4,6%. Donc, aux alentours sur les 5 dernières années, on a 5% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 5% de croissance. Donc ici, si on n'avait pas eu le ralentissement de 2020, on aurait eu à peu près une croissance plus élevée ici. Mais dans tous les cas de figure, ce qui m'intéresse ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici, nous avons une stabilité des revenus. Donc ici, les revenus sont de 1 milliard 627. Donc, on va mettre 1 milliard 627. Voilà. Donc, croissance des revenus ici, voilà, on prend en considération que 2020 a été une année à peu près exceptionnelle, donc dans le sens où on a perdu de l'argent, pourtant on était en pleine période de croissance. Il faut également savoir la croissance est due à quoi? Acquisition, si c'est une croissance organique, donc ce sont des questions qu'on doit se poser. Il ne faut pas juste qu'on regarde ici le volume de croissance et qu'on se dise qu'ok, vu qu'il y avait 12% de croissance l'année passée, on va continuer à 10% l'année suivante. Non, ici je vais prendre croissance zéro pour simplifier le calcul, d'accord? Vous pouvez choisir la croissance que vous voulez à la fin de la journée. Moi, je prendrai croissance 0. Dans tous les cas de figure, si elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui sans prendre en considération la croissance, c'est-à-dire qu'on aura peut-être une opportunité. Donc, ensuite, dette nette sur EBITDA. Donc, excusez-moi, j'ai toujours dit dette nette sur EBITDA. Ici, je recherche l'information concernant la dette nette ici. Donc, au niveau de la dette nette ici, je vous ai montré le calcul tantôt, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, et vous allez vérifier ça ici. Donc, faites très attention parce que c'est une entreprise également qui peut prendre en considération la dette. Donc, quand je regarde mon logiciel ici, il me dit qu'on a à peu près 751 millions en termes de dette nette ici. Donc, on va aller regarder ça ici. Qu'est-ce que me dit Yahoo Finance? Alors, on va aller regarder statistiques. Donc, 11 milliards 881 moins 11 milliards, il reste à peu près 800 millions, donc c'est correct, donc c'est à peu près dans la même tendance ici. On va regarder ici, donc je pense que on va se dire à peu près qu'on a 800 millions en termes de dette nette, d'accord? 800 millions, ok. Donc le PER moyen, vu la nature de cette entreprise ici, je vais aller regarder ici aux alentours pour... Morningstar, qu'est-ce que Morningstar nous dit par rapport à l'évaluation de l'entreprise? On a l'habitude de payer 35 fois les bénéfices ici. Je ne sais pas pourquoi. Techniquement, je ne paierai jamais 35 fois les bénéfices pour cette entreprise. Donc, je regarde ici, voilà, elle se paye chèrement. Donc, je peux voir ici que les PER sont entre 20, 22, 25 par là. Donc, à la fin de la journée, c'est peut-être dû à la nature qualitative du business. Mais dans tous les cas de figure, il faut comparer d'abord, regarder l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses différents concurrents? Regardez les PER dans l'industrie sur une longue période de temps. Il ne suffit juste pas de dire que la moyenne des PER dans l'industrie est de telle en date d'aujourd'hui, donc cette entreprise est sous-évaluée par rapport à ses concurrents. Non, c'est le pire moyen de faire une analyse par les multiples, parce que c'est ce qu'on fait ici, parce que c'est plus accessible à tout le monde. Je pourrais vous faire du discount cash flow comme vous voulez, mais à la fin de la journée, je pense que les multiples, tout le monde a accès aux multiples et c'est plus facile pour tout le monde de le faire. Dans le sens où maintenant, il faut faire attention aux multiples en utilisant, il faut savoir quel multiple utiliser. D'accord? Donc, si vous comparez une entreprise par rapport à son industrie et que vous prenez la moyenne des multiples sur l'industrie à un moment T, sachez que vous êtes en train de faire une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre la moyenne des multiples sur une longue période de temps. Et j'ai toujours préconisé au moins une dizaine d'années.
Donc ici, par rapport à la nature du business et par rapport à ma propre expérience à la fin de la journée, je me dis, c'est une entreprise que je pourrais clairement acheter entre 20, 22, 25 fois les bénéfices, mais avec une préférence pour 20 fois les bénéfices par rapport à la période actuelle. D'accord? Donc, à la fin de la journée, ceci n'est que mon avis. Donc ici, je prendrai ici 20, 22, 25 en termes de PER. Donc ici, on va prendre 20, 22 et 25. D'accord? Donc, maintenant, il nous manque le nombre d'actions, 263 millions d'actions. On va pas passer toute la journée dessus. On va mettre 263 millions d'actions, qui est exactement ce qu'on a ici. Et ce que je remarque ici, c'est que nous avons des actions à peu près croissantes ici. Donc, peut-être qu'elle fait des acquisitions. En même temps, elle émet de nouvelles actions pour financer ces acquisitions-là. Ici, on a 249 millions d'actions. OK, ça fait déjà une contradiction. Et dans ce logiciel-ci, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne à peu près 248 millions d'actions. Donc, on a à peu près, voilà, dans la même tendance, 263, 240 millions ici, 200 combien? 249 ici. Et ici, on a combien? 248. Donc, on va utiliser 249 millions. Donc, on va prendre ce que Yahoo Finance nous dit. De toutes les façons, pour retrouver cette information dans les rapports financiers de la compagnie, d'accord? Donc, on va prendre ça ici, d'accord? Donc, voilà, on dit à 249, c'est plus facile. Maintenant, les free cash flow. OK. Encore une fois, nous arrivons toujours avec la même situation concernant la façon de comptabiliser les loyers. Donc, vous constatez ici que cette norme-là touche toutes les entreprises européennes. Dans tous les cas de figure, quand je regarde ici, je peux encore constater que nous avons encore des order financiers, etc. Donc, il faut aller regarder à quoi est-ce que c'est dû ici. Donc, il faut aller vérifier ça dans les rapports finaux. Dans tous les cas de figure, cette entreprise-ci a à peu près des marges de free cash flow identiques à ses marges nettes. Donc, je prendrai les marges nettes ici comme point de départ. Donc, ici, les marges nettes sur les dernières années, ici, on est aux alentours de, je vais être gentil en disant 19%, parce que 19%, je pourrais prendre un 18% pour me protéger. Parce que voilà, au moins 2017, 2018, 2019, 2016, non, mais 2021, un peu supérieur à 18. Donc, je vais prendre 19. Et voilà, ça c'est au doigt mouillé directement, 19%, parce que je suis en train de faire une estimation. Dans tous les cas de figure, il faudrait interroger tous ces chiffres-là. Revenus, pourquoi est-ce que le management pense qu'on va rester à 1,6 milliard? Croissance du revenu, qu'est-ce que le management pense? La dette nette, est-ce qu'on tend à la réduire ou bien on va l'augmenter parce qu'on va faire des acquisitions? Les PER, techniquement, le management ne vous dira pas les PER qu'on aura parce que ce n'est pas lui qui décide, c'est généralement la psychologie des opérateurs de marché en ce moment-ci. Mais vous, ici, c'est ne pas payer, ce n'est pas prendre un PER très, très élevé alors que quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité des choses par rapport au business model de cette entreprise. Donc, le nombre d'actions, c'est quelque chose de visible dans les rapports financiers. Le free cash flow, c'est, le management peut vous dire également quel est notre objectif sur les free cash flow. Vous pouvez prendre la moyenne non seulement de l'entreprise, mais également de l'industrie. Si c'est une entreprise qui est encore en pleine croissance. Donc, ici, quand on a eu tous ces éléments-là, je vais sur mon tableur, boum, 20, 22, 25, ce sont les PER qu'on a choisis. D'accord? Voilà. Donc, au niveau des free cash flow, j'avais dit 19%, d'accord? 19%. Donc, 19% de 1,627 milliard, c'est combien? Donc, j'efface ça ici. 1,627 milliard, 19% de ce montant-là, ça correspond à combien? Donc, on fait ici, ça donne 309 millions, 309,13. Donc, on va se dire ici 309. 309 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, valeur 21,84 €. À 22 fois les bénéfices, valeur, avec toujours le même calcul, 309 millions, donc 309, valeur, 24 heures, c'est bizarre ça, ça met 24 heures. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est parce que je les mets en français. Donc, je vais juste enlever la traduction ici pour que ce soit plus simple pour nous. Voilà, ok. Donc, 309 ici, multiplié par 22 fois les bénéfices, divisé par le nombre moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça fait 24 €. Et ici, 25 fois les bénéfices, ça donne ici 28 €. Donc, dans tous les cas de figure, dépendamment de là où on va se situer, on va juste constater que le prix actuel est juste un peu déconnecté de la valorisation de la compagnie ici. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, ça c'est mon avis. Si vous avez un avis complètement différent, je respecte cela, mais il ne suffit juste pas d'avoir un avis complètement différent. Il faut également savoir que cet avis-là, il est basé sur des éléments quantitatifs et qualitatifs palpables. D'accord? Il ne suffit juste pas de dire que nous avons une perception de valeur d'Edenred ici et que le marché paye 38, donc le marché a forcément raison. Le marché peut avoir tort pendant très très longtemps et pas avoir raison pendant très très longtemps. Donc, ça dépend maintenant de savoir est-ce qu'il a tort ou pas. C'est la question que vous devez vous poser. Donc, Edenred ici s'échange à 38 fois les bénéfices ici en date d'aujourd'hui. Je ne peux pas payer 38 fois les bénéfices dans une période actuelle, surtout pour une entreprise qui paye une entreprise en croissance. On a une croissance à peu près de 4% par là. En plus, elle est inorganique. Donc, à la fin de la journée, 38 fois les bénéfices pour cette entreprise, non. Aujourd'hui, au niveau du dividende ici, c'est 1,97 €. Donc, en date d'aujourd'hui, par rapport au free cash flow,
d'accord, de cette entreprise. Donc, je vais voir à peu près quel est le rendement moyen, d'accord. Si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement qui ne sera pas supérieur à 2,70%. Alors, maintenant, est-ce que quand je regarde ce dividende-là, juste pour aller l'interroger, parce qu'il ne suffit juste pas de regarder le dividende, je vais aller l'interroger ici. Donc, on va juste aller là. 309, voilà. Voilà, donc je vois ici que le dividende est de 40 millions. Est-ce que ce dividende-là est même réel à la fin de la journée? Je vais voir ici. Est-ce qu'il n'a pas été réduit? On va juste regarder ça ici. Donc 1,97%, c'est 0,9 ici en termes de... Donc on fait 0,9 ici multiplié par le revenu actuel ici, qui est le nombre d'actions ici qui est aux alentours de 249, multiplié par 249 millions ici. Voilà, oui. Donc il paye près de 224 millions en termes de dividendes. Waouh! Je pense qu'on est un peu sur la... Vous constatez qu'on est sur la marge supérieure, littéralement. Donc, le dividende ici est totalement réel. Donc, si la totalité, on vous reverse la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en termes en dividende, vous n'aurez pas plus de 2,70%. Donc, si cette entreprise était un immeuble à logement, d'accord, c'est-à-dire que si vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui, d'accord, cette entreprise a une capacité de vous reverser à peu près 309 millions en termes de loyer. Vous divisez ce loyer-là par le coût d'acquisition de votre immeuble ici à 11 milliards 444 millions. D'accord? Non, 11 milliards 440 millions. Ça vous donne ici un rendement de 2,70%. C'est trop cher. C'est trop cher. Pour une entreprise, voilà, qui pourrait en moyenne à 20 fois les bénéfices, même à 25 fois les bénéfices, le rendement devrait être à 4%. À 20 fois les bénéfices, c'est 5%. Donc, je ne peux pas payer cette entreprise à ce prix-ci. Littéralement, ici, pour déterminer si on a même une opportunité d'investissement, même si vous rajoutez la croissance ici, vous allez voir qu'on ne va même pas atteindre les 5%. D'accord? Même si vous prenez en considération présentement, disons, le prix actuel de l'entreprise, à combien est-ce qu'on devrait l'acheter normalement? Personnellement, c'est une entreprise qui pourrait, je dis bien, qui pourrait peut-être m'intéresser aux alentours, voilà, aux alentours des 15 euros l'action par là. D'accord? Évidemment, donc quand on se dit que, mais oui, là, c'est une entreprise qui s'échange souvent à 35 fois les bénéfices, etc. Est-ce qu'il est judicieux de payer 35 fois les bénéfices pour cette entreprise? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est judicieux de le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut juste pas prendre le PER qui est là devant vous comme si, voilà, c'est normal. D'accord? Donc, ici, la perception de la valeur dans cette entreprise est trop élevée pour moi dans le sens où je ne pense pas qu'il soit normal de payer 40 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Maintenant, si vous avez un avis contraire, je respecte cela. De toutes les façons, c'est vous qui investissez. Ici, je vous donne juste mon avis par rapport à comment est-ce que je peux valoriser cette entreprise-là. À peu près, je peux être pessimiste ici, mais je vous dis également pourquoi est-ce que je suis pessimiste. Si on va regarder ce que Yahoo Finance nous dit ici, les analystes, comme on le dit souvent, les analystes, ça vaut ce que ça vaut. Ça n'a aucune valeur tant que vous ne savez pas ce qui a été pris en considération dans le calcul de cette valeur-là. Ici, on a 18 personnes, ici 18 analystes, ici, qui nous donnent ici une valorisation aux alentours des 52 euros l'action, minimum 41 euros l'action. D'accord, c'est parfait. Et cette analyse date même de quelle période? On va regarder ça ici. Oh, c'est une vieille analyse en plus, 2012. Ah ben c'est vieux ça. Donc techniquement, ne faites pas confiance à ce qui est appliqué sur Yahoo Finance ici parce que ça n'a pas été ajusté depuis très très longtemps. Donc à la fin de la journée, je ne paierai pas cette entreprise ici en me basant sur ce que des analystes ont dit en 2013 ou bien il y a très très longtemps. Et encore, l'analyste principale, c'est moi parce que je suis responsable de mon propre cash. L'analyste qui est sur Yahoo ou bien sur Zoneboo, je ne sais pas quoi, vous ne savez pas ce qu'il prend en considération dans ses calculs. Et tant que vous ne savez pas ce qui a été pris en considération et qu'il n'y a pas d'explication derrière, faites vos propres recherches. Et cette entreprise, c'est une très belle compagnie qui mérite d'être dans n'importe quel portefeuille. Elle a sûrement des avantages compétitifs. Mais alors, est-ce que le prix est bon? Point d'interrogation. Et moi, ma réponse est complètement non. Je vous ai donné le prix, mon prix d'acquisition à moi. D'accord? Techniquement, si quelqu'un a un avis différent, comme je vous l'ai dit, c'est à vos risques et périls. Dans tous les cas de figure, c'est tout pour aujourd'hui. Edenred, belle compagnie, mais ça ne nous intéresse pas à ce prix-ci. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.